Bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'immersion en ligne souveraine et créatrice. Et aujourd'hui, c'est la toute première journée. Et cette première journée, elle est dédiée aux fondations. Donc, c'est fondamental quand on veut explorer cette riche et belle thématique d'être souveraine et créatrice dans notre vie, de commencer par des bases solides. Et aujourd'hui, donc dans cette intervention, nous avons la joie d'accueillir Célia Rambaud. Coucou Célia. Bonjour à toutes, à tous. Et Célia donc va nous parler aujourd'hui de l'importance d'intégrer nos traumas pour notre créativité ou pour co-créer avec l'invisible. Donc cette intervention, ça va être vraiment ce fondement en fait sur lequel on peut construire le reste. Donc je vais dire quelques mots sur toi, Célia, sur ton parcours qui a été aussi majeur dans l'œuvre de ta vie, donc qui est dédiée à cette, notamment à l'intégration du trauma et tout ce qui vient après. Donc tu es thérapeute, conférencière et autrice. Tu es spécialisée aujourd'hui dans la mémoire traumatique, la régulation du système nerveux et également l'éveil de la sexualité féminine. Donc dans ton enfance, tu as été victime de traumas sexuels extrêmes. Tu as publié un ouvrage qui s'appelle Les couches de l'oignon en 2022, où tu relates cette expérience. Et donc à partir de cette expérience et notamment tout ce qui a été nécessaire de mettre en place pour te reconstruire, c'est créer aussi tout ton accompagnement. Donc, comme j'ai dit précédemment, tu es thérapeute à la base et tu as pu également enrichir ton approche de plein d'autres méthodes, outils, dont tu pourras nous parler si tu le souhaites. Et donc aujourd'hui, c'est autour de toutes ces thématiques que tu accompagnes à travers des programmes en ligne, à travers des formations sur ces thématiques. Donc, comme j'ai dit, du trauma, de la sexualité féminine et également donc du couple conscient depuis peu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire sur, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes aujourd'hui? Mmh, oui, je crois que la joie de partager dans beaucoup de médias, je partage beaucoup sur YouTube, j'ai une conférence spectacle, j'aime beaucoup tourner aussi. Enfin, j'ai vraiment un grand élan en fait à partager ce chemin de résilience qui m'est cher, quoi. Mmh. Donc souvent notre œuvre, elle se crée sur ce qu'on a à transcender nous-mêmes. Donc Oui. c'est souvent là-dessus que ça commence. Et donc quand j'ai pu le mentionner dans cette courte biographie, tu as été victime, de traumas extrêmes dans ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et en fait de ce qui a été, constitutif dans l'œuvre, de ta vie, donc dans ce que tu transmets? Et donc pour faire aussi le lien avec la thématique de ce sommet, quelle est justement l'importance d'intégrer ces traumas pour rentrer dans sa pleine expression, dans l'expression de notre créativité, dans une vie souveraine et créatrice? Mm. Euh, oui, en fait, au-delà de souveraine et créatrice, je crois que j'avais vraiment envie aujourd'hui de mettre l'accent sur la co-création avec l'invisible. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose dans la création qui est en réalité une co-création. En tout cas, c'est comme ça que je l'expérimente. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet dans cette masterclass de pourquoi intégrer ces traumas pour avoir accès en fait à sa souveraineté et puis à co-créer avec l'invisible. Et pour ma part, en fait, le lien avec l'invisible, c'est quelque chose à la fois je crois, qui était là très tôt et en même temps qui a même vraiment mis du temps à s'installer, justement parce qu'il y avait beaucoup d'entraves. Donc j'ai une histoire traumatique qui commence en réalité très tôt et je communique surtout sur heu, vraiment des événements difficiles que j'ai pu avoir vers 8 ans voilà, dans le cadre d'un réseau pédocriminel avec séquestration, puis toutes les horreurs qu'on peut imaginer, on ne va pas détailler là. Et en fait, j'ai fait une expérience de mort imminente, à cet endroit-là et je crois que ça a été ma première connexion forte, ma première décorporation, déconnexion, dissociation et aussi en fait, connexion avec l'invisible de façon très impactante dans cette vie ici et c'est resté comme une empreinte en fait. C'est resté comme une empreinte, mais qui très loin puisque j'étais complètement,
extrêmement dissociée. J'ai vécu énormément d'années dépressives, angoissées. C'était avec beaucoup de reviviscence corporelle que je ne comprenais pas. Et donc, j'ai eu toute une quête, en fait, une quête vraiment longue de beaucoup de chemins de thérapie. J'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi j'allais si mal, et alors que je me souvenais de rien, ni de ça, ni même de ce qui m'était arrivé avant. Blackout total. Et donc, il y avait vraiment cette quête avec je crois que j'ai gardé un espoir, en fait. Cette expérience de mort imminente, ça a mis cette graine de il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose. Et du coup, j'ai quitté après ça. Et ça a été vraiment long et fastidieux. Donc, beaucoup de thérapie, beaucoup de recherches, beaucoup de zones de chaos, de désespoir. Petit à petit, j'ai un peu raccroché. Ça s'est vraiment... ça a commencé vraiment à se modifier l'expérience avec quand j'ai commencé à aller dans le corps, dans l'énergie, mais il y avait vraiment encore énormément de dissociation et de dépression et d'angoisse. Et ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est quand j'ai été dans des thérapies ciblées sur le trauma et principalement l'intégration du cycle de la vie, l'ICV, parce que j'avais commencé d'abord avec le MDR, qui m'a aidée vraiment d'abord dans l'estime de moi, à comprendre ce que j'avais vécu et puis que j'étais une bonne personne. Donc ça a été quand même une première étape hyper importante. Mais j'étais toujours hyper envahie, c'était le chaos, énormément toujours de dépression, d'angoisse. Ça changeait pas le mal-être en fait. Et ce qui a vraiment changé, ça a été cette approche, l'intégration du cycle de la vie, qui est hyper fine sur la dissociation traumatique. Et puis, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui, pour moi, a changé et qui, pour beaucoup de gens, ont changé. Vraiment intégrer, en fait, tous les fragments qui se sont créés au moment du trauma et dans toutes les réactivations qui ont lieu au fur et à mesure de la vie, en fait, qui fait qu'on se fragmente de plus en plus. Ça m'a vraiment rassemblée. Et sur ce chemin de commencer à me rassembler, donc j'ai eu énormément de détails de ce qui m'était arrivé. Et en même temps, j'étais au bout, en fait, je sais pas comment dire, d'un combat extrême. J'avais un fils qui était petit, qui dormait pas. Et donc, j'ai fait un troisième burn-out. J'avais déjà fait deux burn-out. C'est quand même hyper lié, hein, quand même, le post-traumatique et les burn-out. C'est pas le sujet de la conférence du jour, mais j'en profite pour faire un petit parallèle. Et, euh, et donc, à ce moment-là, lors de ce troisième burn-out, en fait, j'étais vraiment à terre. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, Evina. Un moment, au sol, quoi. C'est bien rétabli depuis, donc ça rayonne aujourd'hui. Oui, 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 ouh. Et, et en fait, dans ce moment où j'avais plus de force, et il m'a fallu trois, il m'a fallu vraiment le troisième burn-out pour vraiment capituler, en fait. Et je crois que à ce moment-là, euh, j'étais tellement au bout de moi-même, au bout de ma quête effrénée pour aller mieux, puis bon, en plus avec tout ce qui remontait, euh, que j'ai accepté en fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai accepté que peut-être en fait j'irai jamais mieux et et peut-être le chemin de ma vie, c'était d'apprendre à vivre avec ce mal-être. Il y a eu ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de chercher, arrêté d'être autrement, arrêté de la guérison à tout prix, quelque chose comme ça. Et vraiment, voilà, j'ai mis un genou à terre, quoi. Les deux, en fait, tout. Et, et là, il y a eu quelque chose d'immense qui s'est passé pour moi. Donc, il y avait, ça commençait à arriver un peu, hein, moi, dans ma couleur, ce que je vis dans l'invisible, c'est vraiment lié avec la lignée christique. J'avais eu un premier contact comme ça lors d'une cérémonie avec l'ayahuasca, plusieurs années avant, de contact fort avec le Christ. Et ça commençait à arriver là, dans tout ce moment où tout remontait.
Voilà, le Christ commençait déjà vraiment à être présent pour moi. Et quand j'ai vraiment dit, OK, si mon chemin de vie, c'est de vivre avec l'angoisse tout le reste de ma vie, ben, je vais le faire en fait. Il y en a, ils vivent sans pouvoir voir, d'autres sans pouvoir marcher. Ben, peut-être que moi, en fait, c'est vivre avec l'angoisse et peut-être que je peux réussir à bien vivre avec l'angoisse en fait. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mais il y a eu un raz-de-marée d'amour qui m'a enveloppée, qui m'a entourée et puis qui m'accompagne depuis, ça fait plusieurs années maintenant. Ça a été ouais, vraiment le jour et la nuit, quelque chose qui a basculé de, l'invisible existe et je peux le toucher à ok, il est vraiment là et à partir d'aujourd'hui, je vais composer avec ça, je vais créer avec ça. Ma vie, ça va plus être moi qui fais ce que je crois qu'il faut, mais je vais être à l'écoute de ça et je vais collaborer avec cette énergie d'amour que je sens, pour cette énergie d'amour que je sens. Donc, il y a vraiment eu ça et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, à peu près. Et ça a vraiment contribué. Donc, avec toi, j'ai découvert le yoni massage. Donc, j'étais vraiment sur un voie de l'énergie, énergétique avec le Tao de la femme, donc l'énergie sexuelle par le Tao. Et le yoni massage, et puis qui est arrivé à ce moment-là de ma vie, tout ça, ça a vraiment libéré mon énergie. Il y a quelque chose qui s'est complètement libéré. Et depuis cette nouvelle incarnation, j'ai envie de dire, il y a eu cette co-création. La souveraineté, elle est arrivée vraiment par tout ce chemin d'intégration, hein, quand je disais rassembler vraiment les fragments, et on va parler de ça aujourd'hui. Et dans ce rassemblement, suis trouvée moi, je me suis trouvée, OK, la force à l'intérieur, ma vérité, trouver le chemin du respect, le chemin des besoins, d'accueillir mes besoins. Ça, c'est plus dans la finesse après avec l'attachement. Ça continue à se co-construire, puis bon, ça continue tous les jours. Et depuis ça, il y a eu cette rencontre beaucoup plus palpable avec l'invisible et avec cette énergie que j'avais de manifester maintenant. Et il y a quelque chose qui a pu se tisser. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Merci beaucoup Célia pour ce partage. Et c'est toujours inspirant de voir des personnes qui ont pu vivre des traumas graves et qui en fait sont arrivées pas juste à survivre, mais aussi à rayonner et à commencer à porter ça comme un message pour inspirer d'autres personnes à en sortir. Donc je pense que c'est important de parler de ces sujets et que les personnes puissent voir en fait de leurs propres yeux que c'est possible. Euh, Mm. une question que j'ai pour toi, c'est donc tu as parlé de l'importance de cet invisible dans ta vie aujourd'hui, et en même temps tu es donc spécialiste du trauma, tu as une vaste et riche connaissance de comment le mécanisme du trauma fonctionne, de tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre psyché, etc. Euh, comment est-ce que on peut co-créer avec cet invisible sans pour autant aller, justement, tu en as parlé, vers cette dissociation, vers utiliser en fait cet invisible comme une sorte d'échappatoire où on continue en fait à approfondir ces mécanismes de dissociation du corps et à se réfugier dans cet invisible. Comment est-ce que les personnes peuvent gérer? Parce que c'est une guidance qui est précieuse et en même temps, comment est-ce que je reste en contact avec mon corps, je continue à établir le chemin en fait vers le corps. Ouais, j'adore cette question. Ben, en fait, c'est vraiment, j'en ai un petit peu parlé finalement en parlant de mon chemin, c'est qu'il y a, comment dire, soit on est dans la fuite vers l'invisible, soit on est dans la manifestation avec l'invisible. Et ce point de bascule, pour moi, il est vraiment dans cette intégration euh, du corps, cette incarnation, en fait. Et quand on est dans quelque chose d'hyper fragmenté, puis la différence, on va le sentir déjà vraiment dans le corps. Il y a quelque chose qui est hyper dense quand on est dans l'intégration. C'est comme on est collé à la terre. Il y a vraiment, en fait, la terre qui est là. C'est pas juste je m'en vais et je suis avec l'invisible, mais il n'y a plus personne ici. C'est vraiment, il y a quelque chose, moi je sens comme un aimant en fait. Pouah, c'est une espèce d'aimant vers la terre avec une énergie et on est là, en fait, on est incarné dans notre corps sur la terre. Et depuis ça,
je suis incarnée dans le corps, dans la terre, je suis moi, j'ai ma couleur. Et ça, c'est vraiment hyper important, cette question de la couleur, qui je suis moi, et c'est dans qui je suis moi et qu'est-ce que je veux moi, qu'ensuite je vais aller à écouter en fait ce que je perçois du subtil et comment on va co-créer. Et je ne vais pas m'oublier, je ne vais pas me perdre, ça va vraiment être en fait une co-création. Euh, la fuite, en fait, quand on est dans la fuite, dans l'invisible, c'est plutôt, déjà, il va y avoir peu de matérialisation, peu de manifestation. C'est quelque chose qui va être pour déconnecter, en fait, c'est une façon de dissocier. Et puis, ça va être peut-être plus clair quand je vais vraiment plus expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, tout ça. Mais c'est quand il y a du mal-être, quand il n'y a pas de sens, quand je me sens seule ou des choses comme ça, où je vais aller chercher le bien-être dans me confondre avec plus grand, dans m'oublier avec plus grand. Euh, et pourquoi pas? J'ai envie de dire, moi je juge vraiment pas ça. C'est comme finalement des compulsions avec l'alcool, avec la nourriture, avec avec le sexe, certaines choses. En fait, c'est tellement insoutenable, soit la solitude, soit les sensations qui remontent d'impuissance, qu'on veut juste se sentir du bon. Et sentir du bon, il y a plein de façons d'aller fuir, d'aller dissocier. Et c'en est une qui, quelque part, est moins mauvaise pour la santé que plein d'autres. Euh, mais c'est juste bon à savoir que euh, je crois que c'est pas tellement pour ça qu'on est là. On est là pour arriver là. Et ensuite, oui, on revient pour co-créer, mais pas pour s'absorber, en fait, je dirais. Je sais pas si c'est vraiment ta question. Je réponds peut-être pas dans les détails de comment faire. Ça va être le sujet de la masterclass. Mais... Merci, merci Sia. Du coup, je te propose de rentrer dans le sujet de la masterclass. Ça te va? ouais. Ouais, ça me va bien. Puis déjà, j'ai envie d'introduire sur le fait qu'on avait toutes les deux envie de pouvoir faire cette masterclass en live. Parce que moi, j'adore Oui. pouvoir prendre vos questions et interagir, échanger. Mais je ne suis pas disponible. Donc, on fait ça en enregistré. Et puis, voilà, s'il y a des questions qui émergent, n'hésitez pas. Déjà, il y a plein de choses sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver plein d'infos. Et puis, vous pouvez venir aussi me poser des questions. Vous trouvez tous les liens sur mon site internet. Puis, au fur et à mesure, je vous parlerai aussi de certaines choses. Donc, après vous avoir raconté, vous faire peut-être fait envie sur la co-création avec l'invisible, sur se sentir vraiment soi-même, souveraine, c'est qui moi, c'est quoi ma couleur et comment j'ai envie de la partager euh, en, en ouvrant en fait cette abondance de créativité par l'écoute du subtil. Bon, ben, comment on fait pour ça? C'est un peu vraiment pourquoi on est là aujourd'hui. Euh, Comment on fait? Et dans ces premières journées, c'est vraiment la base. Et la base, elle est vraiment d'être, comme on l'a vu, dans son corps, d'être soi-même dans son corps pour être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, qui est libéré avec l'énergie qui circule. Euh, c'est quoi le trauma en fait? En quoi ça va impacter nos vies? Un événement qui va créer trauma, tout simplement, c'est un événement qui va dépasser notre capacité d'intégration. On dit toujours les mêmes choses, hein. Les gens qui ont l'habitude de m'écouter, toujours la même chose. Ça dépasse notre capacité d'intégration. Et il y a plein d'événements qui font trauma. Bien évidemment, quand on parle trauma, on pense à choc traumatique, on pense à des événements graves, des agressions physiques, sexuelles, à des accidents, des catastrophes naturelles. Oui, évidemment, tous ces événements créent trauma, peuvent créer trauma. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, on a tous des zones en nous qui ne sont pas intégrées. Ça concerne tout le monde en fait. Ça, c'est hyper important de le dire. Ça concerne tout le monde. On a tous des zones de dissociation. On est tous avec des morceaux un peu qui flottent. Et on a tous ce chemin à faire d'incarnation, de réincorporation, de présence en fait. Quels sont les autres événements qui vont dépasser nos capacités d'intégration, qui vont créer trauma? Déjà, la période précoce de la vie, ce qu'on appelle les traumas de développement, c'est une période qui est hyper sensible parce que pour le coup, notre capacité d'intégration,
elle est minime. Et puis ça, je pense qu'on en parlera plus en détail sûrement dans la masterclass plus tard. Et du coup, on déborde pour très peu de choses. Quand la lumière est trop forte, quand on a froid, quand on a faim, quand il y a un bruit, quand on est seul, quand on a peur. Enfin, on est vite en détresse. Et selon, en fait, comment on a reçu des réponses à ce moment-là, on va pouvoir se réguler ou on va pas pouvoir se réguler et ça va créer des fragments. Ça, c'est une gamme vraiment de traumas. Après, il y a tous les traumas de rejet, d'humiliation, des choses qu'on peut vivre en période un peu scolaire, que ce soit à l'école ou même dans nos familles, en fratrie, avec les parents, etc. Ça peut vraiment aussi sortir de notre capacité d'intégration. Les opérations chirurgicales, surtout s'il y a anesthésie générale, peuvent vraiment créer des traumas. Il y a aussi des traumas qui se transmettent, donc des traumas transgénérationnels. Donc, il y a énormément d'événements de la vie, en fait, qui vont dépasser notre capacité d'intégration. Donc, je vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail des réactions dans le cerveau, exactement comment ça se passe. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une série, je pense que dans la dissociation traumatique, la première vidéo, je parle du fonctionnement de la dissociation traumatique, du fonctionnement de la mémoire traumatique. Vous aurez des informations. Évidemment, j'en parle de long en large et en travers dans mes accompagnements, notamment la voie de la résilience. Là, on va s'intéresser surtout aux impacts sur le système nerveux, les réactions du système nerveux autonome. Et on va voir comment ces événements ont dérégulé notre système nerveux et comment, en fait, pour accéder à notre pleine réalisation, j'ai envie de dire, on a besoin d'avoir un système nerveux fluide et que c'est vraiment là que ça se passe. Donc, quand il y a un événement qui dépasse notre capacité d'intégration, je vais mettre une petite image. Quand on est face à une situation que notre système nerveux perçoit comme dangereux, la première réaction, on a 3 réactions archaïques de survie. En fait, pour faire court, on a 3 modes nerveux autonomes. Donc, quand je parle de mode nerveux autonome, le système nerveux, c'est un système vraiment complexe. Et dans ce système nerveux, il y a des fonctions, j'ai envie de dire, conscientes, la fonction motrice. Alors là, je choisis de prendre mon verre, hop, et puis je bois. Et puis, il y a des fonctions autonomes, c'est-à-dire, hop, tout seul, ça va se passer dans mon intestin, dans ma vessie, hop, puis j'irai aux toilettes plus tard. Il y a des fonctions donc, qui sont conscientes et des fonctions automatiques. Dans le système nerveux autonome, automatique, il y a effectivement toutes les réactions de base, de physiologie, pour que le corps reste à son équilibre, à son homéostasie, et aussi toutes les fonctions de mise en sécurité. On va se concentrer là-dessus. C'est ça qui va nous intéresser, savoir comment notre corps réagit quand on est en insécurité et puis comment se réguler pour avoir accès aux mêmes gammes de réactions mais en mode sécure. Et c'est là la co-création qu'elle arrive. Tant qu'on est en mode insécure, on peut créer, mais depuis l'insécurité, depuis le stress, et on n'est pas dans notre pleine créativité. On est dans quelque chose qui part de la peur. Et nous, on a envie de développer quelque chose qui part de la joie. Dans souveraine et créatrice, c'est vraiment ce moteur-là. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, quand notre système nerveux perçoit un danger, la première réaction, donc c'est le petit emoji, là, comme ça, c'est vraiment de plaire, de se soumettre ou de négocier, de se rendre gentil, mignon, etc. Ça, c'est donc l'engagement social. Pour ceux que ça intéresse, c'est le nerf vague ventral. L'engagement social, c'est demander de l'aide. Donc, par exemple, je suis en panne sur l'autoroute, j'appelle mon assureur. Allô, j'ai un problème, est-ce que tu peux venir à l'aide? Ou ça peut être, bien un exemple vraiment bizarre, mais je vous le dis. Bon, ça peut être genre, je me suis fait une tâche de je ne sais quoi, je ne sais pas comment on détache. On appelle sa grand-mère super efficace. Comment tu détaches je ne sais quoi. Bon, bref. Bon, en même temps, là, c'est pas un danger sécure, mais c'est une espèce de trouver une solution face à un problème.
Et il y a vraiment la première chose, c'est demander de l'aide. Le petit, il pleure. Quand on est dans la rue, peut-être qu'on entend un gros bruit, notre réflexe, c'est de regarder les autres. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe. Parfois, ça suffit. C'est la première réponse. Si ça ne suffit pas, dans cet ordre-là, hein, le système nerveux, hop, il va passer dans le deuxième mode, le mode action. On va se mettre en action. Le corps, il va être rempli d'hormones de stress pour faire face. Il va y avoir de l'adrénaline, du cortisol, et on va pouvoir agir. Donc, dans agir, il y a effectivement partir en courant, fuir, il y a combattre, il y a construire un abri. Dans des réactions du quotidien, ça peut être partir en claquant la porte ou commencer à lever le ton, ce genre de choses. Donc, ça va vraiment être utiliser notre force pour faire face à la situation. Et ce mode-là, c'est un mode où il y a beaucoup de stress, on est avec les hormones de stress. Donc, soit c'est en mode extrême avec haute dose de cortisol, d'adrénaline, et puis on va voir que ça peut poser problème. Ça peut aussi carrément sauver la vie, hein. Ça peut permettre vraiment partir en courant, d'échapper à des agresseurs. Ça peut permettre à une mère de soulever une voiture pour sauver son enfant. C'est des doses énormes. Dans des cas moins extrêmes, on va en parler aujourd'hui, c'est vraiment, ça va être un moteur, mais un moteur de stress. C'est-à-dire qu'on va faire les choses pour se mettre en sécurité, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour avoir une reconnaissance sociale, pour avoir une place dans la société, pour que papa, maman, je ne sais quoi, pour que X, Y, il y a quelque chose où ça va partir de se mettre en sécurité. Et ça c'est hyper important à comprendre. Et si ça, c'est pas possible, notamment dans des cas graves où il y a haute dose de cortisol et d'adrénaline, nos hormones de stress sont en train d'être dangereuses pour nous. Ça peut aller jusqu'à une crise cardiaque, c'est comme ça que moi j'ai fait une amie, ça peut aller jusqu'à détériorer le cerveau. C'est en ça que pour nous protéger, notre corps, notre cerveau, il va disjoncter et le corps va être rempli d'hormones anesthésiantes. Et parfois, c'est ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans euh, certaines addictions ou même la quête vers l'invisible. On cherche à baisser les hormones de stress, à aller dans un état anesthésié. Et c'est là où il y a une grande différence, et c'est là où on peut la voir, hein. Je reviens un petit peu sur ta question, hein, Rubina. La différence entre je suis dans quelque chose qui est bon, soit parce que je viens de boire, de fumer, de manger je sais pas quoi, ou que je suis dans une méditation transcendantale. Euh, Est-ce que en même temps, je suis là dans mes sensations, dans mes émotions, dans mes sensations, ou est-ce que justement j'ai déconnecté? Quand on est dans ce mode-là, le mode vagal dorsal, le mode figement, en mode insécure, on est dissocié, on est coupé de ses sensations, de ses émotions, d'une partie de sa mémoire. C'est là vraiment qu'il y a trauma. Il y a trauma quand ça disjoncte, quand en fait, malgré toutes nos hormones de stress, malgré toute notre force, on n'a pas pu faire face, on ne peut pas faire face à la situation. C'est là que ça coupe et c'est là où l'événement va faire trauma. Et les deux conséquences majeures du trauma, c'est un, la dissociation traumatique, couper de ses sensations, de ses émotions, d'une partie de sa mémoire. Ça fait qu'on va être moins vivant, moins nous-mêmes. On va avoir du mal. L'autre jour, on me posait la question, mais en fait, moi, je ne sais pas ce que je veux. Souveraine et créatrice, d'accord, mais en fait, moi, je ne sais même pas c'est qui moi. Et ça vient vraiment de la dissociation. Ça a été coupé. On n'a plus accès à une, deux, trois, plein de parties de nous-mêmes. Ça, c'est la première conséquence qui est assez énorme. Et c'est ce qui fait qu'à la fois, comme on ne sent plus rien, on va avoir envie d'intensité et on va aller recréer des traumas et se refragmenter, etc., etc. Ça, c'est la première chose que ça crée. Puis la deuxième chose, c'est la mémoire traumatique. C'est-à-dire que quand ça coupe, on est coupé de la mémoire et tout l'événement, tout ce qui se passe, c'est enregistré dans la mémoire émotionnelle. C'est enregistré hors du temps.
ça va flotter. Donc, ce qui va flotter, ça va être justement toutes ces émotions, toutes ces sensations qui vont arriver parfois à des moments où on ne comprend pas, on est là et puis on est envahi de rage ou de détresse, de panique ou de tristesse. Il y a voilà, des colères, des sensations, des émotions qu'on ne comprend pas ou qui sont complètement disproportionnées. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et ça, on ne va pas rentrer forcément là-dedans par rapport à Souveraine et Créatrice. Ce qui va vraiment surtout vous intéresser, c'est comment sortir du figement pour petit à petit savoir qui on est, c'est qui moi, c'est quoi ma vérité, mais surtout aller se réguler pour avoir accès à, je vous montre l'autre gamme, puis on va peut-être revenir après là-dessus, pour avoir accès à cette haute gamme, cette autre gamme, pas une autre gamme, l'autre gamme, la gamme Sécure, c'est les mêmes branches nerveuses, hein, mais en mode Sécure. Donc, c'est l'engagement social version curiosité, version t'es qui toi, version c'est bon de vivre la joie, de vivre l'entraide, de connecter. Donc ça, c'est la première action. Le deuxième mode, le mode action, et c'est là où on a la créativité, co-créer avec l'invisible, ou bon, moi c'est mon dada, co-créer avec l'invisible, mais créatrice, créer, c'est ici que ça se passe. Donc je ne sais pas si quand je bouge là vous voyez, en tout cas c'est celui du milieu. Donc on avait vu tout à l'heure l'action, donc c'est le mode sympathique. Il y a le mode sympathique insécure, ce qu'on a vu tout à l'heure, et là c'est le mode sympathique sécure, où le terreau, c'est la joie, c'est l'expansion, il y a une connexion vraiment claire avec la Terre, de manière dans le sympathique, en général, il y a une connexion avec la Terre, et là c'est une connexion avec la Terre joyeuse. Il y a vraiment l'expansion, il y a une ouverture. Quand on est en mode insécure, ça va plutôt être les mâchoires un peu tendues, les poings un petit peu tendus. Il y a quelque chose qui s'accélère un petit peu dans la voix, même dans les comportements, dans les actions. Ça va être l'hyperactivité. Ça va être encore plus, encore plus. On est comme pris en fait dans une action, mais qui n'est plus une action soutenue par la présence, par l'instant et par la joie surtout. Et là, dans ce sympathique-là, donc ça va être comment j'utilise ce mode nerveux pour mettre en mouvement joyeux. Donc ça peut être pour danser, pour courir et pour manifester. Et en fait, d'extérieur, on peut ne pas voir la différence. Par exemple, je peux construire une maison pour me mettre en sécurité. Je peux construire une maison pour créer quelque chose de joyeux, pour manifester, pour co-créer. Ça va être la même chose. Le résultat, ça va sûrement pas être la même maison, c'est sûr. Mais surtout, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, ça va nous prendre beaucoup moins d'énergie et ça va être beaucoup plus joyeux. C'est vraiment ça qu'on veut expérimenter. Je crois que c'est, selon moi, tout le thème de ce sommet, pouvoir vivre la création depuis cet endroit-là. Et puis, l'autre mode, un mode sécure, c'est le mode de la contemplation, le mode de l'intimité profonde, le mode de la guérison, de la restauration, du sommeil profond, etc. Et quand on est dans ce mode-là, dans le mode sécure, en fait, c'est fluide et ça va se mélanger. C'est en ça où c'est joyeux, c'est parce qu'en fait, il y a du lien à tous les étages. À tous les étages, on est en lien avec soi et avec l'autre. Que ce soit ben là, quand je vous parle, bon, je vois aussi ma webcam, mais bon, je sais que vous êtes là, Regina qui est là, je me sens là. Et ça, c'est vraiment le premier mode. Et dans l'action, je le fais, mais je ne suis pas toute seule à galérer pour faire mon truc. C'est vraiment une... Je suis portée par moi, par le monde. Je me sens entourée, encouragée. Et dans la restauration, il y a quelque chose où c'est bon d'être connecté, en fait, de sentir, en fait, le subtil, de sentir soi, de sentir peut-être profondément l'intimité, peut-être avec son enfant, avec son partenaire ou des amis proches, etc. Et ça, cette gamme sécure, elle est possible vraiment dans des phases où on n'est ni dissocié ni réactivé.
Et moi, perso, pendant des années, je goûtais pas trop ces trucs-là. Ça m'arrivait quand je dansais. C'est pour ça que ça a vraiment été une source pour moi, la danse. Et il y a beaucoup de pratiques comme ça corporelles, que ce soit la danse, le chant, le rythme, les pratiques peut-être comme le yoga, qui permettent d'aller goûter quelque chose de bon dans son corps en lien. Et ça peut permettre, dans des instants, de réguler le système nerveux et d'aller goûter quelque chose qui est bon sans avoir voilà, fait un gros travail d'intégration. Après, ça, c'est pas un état qui dure, mais c'est déjà des pratiques qui permettent à la fois de goûter quelque chose qui est bon, qui est régulé sur l'instant, et puis qui va renforcer, en fait, qui va permettre aussi de rééduquer tout ça. Alors, je vais fermer ça. Et puis, je reviendrai peut-être à mes petits emojis par moment si vous en avez besoin. Donc, maintenant, on sait un peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, et puis qu'est-ce qui fait que on n'y goûte pas autant qu'on aimerait, en fait. Donc, il y a eu des événements qui ont dépassé notre capacité d'intégration. Et ça fait qu'il y a des parties de nous qui sont coupées, qui sont hors du temps, et puis que ça fait que on vit ce que je n'ai pas précisé donc je disais dissociation traumatique, mémoire traumatique. Dans la dissociation, on est coupé des sensations, des émotions, de la mémoire. Une autre chose qui se passe, c'est que il y a l'amygdale cérébrale qui a détecté le danger. Donc quand je disais le système nerveux perçoit un danger, ça passe beaucoup par l'amygdale qui, elle, se réfère à l'hippocampe. Et il y a une glande dans notre cerveau, un peu comme l'alarme du cerveau, qui dit danger, 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 danger. C'est elle qui déclenche les réactions archaïques de survie 1, 2, 3. Cette amygdale cérébrale, quand ça se passe bien, donc par exemple, je demande de l'aide, mon assureur arrive, hop, il me dépanne, etc. Hop, l'amygdale cérébrale a fait son job, c'est bon, on n'est plus en danger. Pareil, si ok, il y a eu quelque chose, j'ai couru, ça a été, mais, ça y est, je suis en sécurité, c'est fini, hop, l'amygdale cérébrale, ça y est, c'est fini. Quand il y a trauma, quand il s'est passé par ça disjoncte et on coupe, en fait, il n'y a personne qui a dit à l'amygdale cérébrale que c'était fini. En fait, c'est pas ça. Ça n'a pas été fini par une réponse du corps. C'est pas nous qui avons pu mettre fin à cette épreuve. Elle s'est finie par la force des choses, mais c'est pas nous qui avons fait ça. Et quand ça s'est fini, on n'était pas là, on était coupé. Donc on n'a pas eu ni l'information que c'est fini, ni cette connexion avec je suis capable, avec notre puissance, avec notre pouvoir, avec notre souveraineté. On a perdu notre souveraineté à ce moment-là. Et c'est là qu'on va pouvoir la récupérer. C'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe. Et cette amygdale cérébrale, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle est enquistée. C'est-à-dire que c'est le lien avec les hormones anesthésiantes, mais il y a quelque chose où elle continue en fait à dire qu'il y a du danger. Et ça va être différent selon les personnes. Moi, j'aime bien parler de dissociation étanche. Il y a des dissociations étanches et des dissociations poreuses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça va être hyper enquisté. Et il risque d'y avoir beaucoup de somatisation dans ces cas-là. C'est un peu des personnes qui, à mon avis, ne sont pas trop dans ce webinaire, mais peut-être, il y en a partout. Mais en tout cas, qui vont avoir une vie assez plate. Il y a quelque chose où il n'y a pas trop, il y a pas trop de vagues. C'est hyper coupé, en fait. C'est devenu étanche. Et c'est plutôt des personnes qui vont souffrir. Enfin, elles souffrent même pas tant que ça de ne pas avoir d'intimité, d'avoir peu d'émotions. Ça se gère et il y a souvent pas mal de somatisation dans ces cas-là. Ça peut être des personnes extrêmement fatiguées, des problèmes de digestion, quelque chose où le corps manifeste qu'il y a une tension à l'intérieur, mais c'est quand même bien, bien mis sous le tapis. Et bon, il y a des émotions quand même parfois par-ci par-là, mais globalement, c'est plutôt voilà, on fait sa vie et puis on ne se pose pas trop de questions et justement, on passe un peu à côté de qui on est, hein. Il n'y a pas trop de souveraineté dans ces cas-là, ni de connexion avec qui je suis, qu'est-ce que j'aime ou quoi. Donc ça, ce que moi j'avais la dissociation étanche. Et puis, quand même,
Bon, je sais pas, plus de cas dans certains cas, dans d'autres cas, les cas que moi je connais, et puis je pense qu'on est nombreux aussi à connaître, c'est que c'est pas vraiment étanche et que ça crée deux choses, que ce soit pas étanche, ça fait qu'on va subir la mémoire traumatique, donc il va y avoir vraiment des reviviscences plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses, et puis il va y avoir un fond une anxiété généralisée, un fond d'anxiété. Donc, il va y avoir des degrés différents selon déjà qu'est-ce qui est mis sous le tapis, évidemment, et puis selon à quel point ça a été enquisté ou pas. Et je pense que selon à quel point ça a été enquisté ou pas, ça vient de deux choses. Donc là, c'est mes petites conclusions personnelles. Euh, la première chose, je pense, c'est vraiment lié avec l'attachement. C'est vraiment lié en fait à nos ressources. Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir finalement, entre guillemets, subir ces reviviscences? Et ça, je pense, ça vient vraiment de deux choses. Ça vient donc des ressources dans cette vie-là, donc vraiment l'attachement et puis mon contexte de vie. Est-ce que dans mon contexte de vie, c'est relativement sécure ou je suis encore en train de lutter contre le danger? Ça, c'est la première chose. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'âme, en fait, et de ce qu'on vient expérimenter et de notre capacité, euh, au-delà de cette vie, à faire face, à endurer les épreuves. J'ai l'impression. Parce que quand je mets tous les trucs additionnés et que je vois, ben, il manque quelque chose, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, bref, petite parenthèse. Et donc, cette anxiété généralisée, c'est elle qui va faire que on va sentir du danger en permanence, ou ça va être accru selon les situations, et qu'on va être dans notre vie et dans notre façon de manifester, de créer depuis un espace insécure, depuis un espace de danger, qui fait qu'on va rester une majorité de notre temps dans cette gamme qu'on a vue là, cette gamme insécure. Ça vient du fait que notre système nerveux détecte un danger et il a deux façons de détecter le danger, à la fois parce qu'il reçoit ce message en permanence, donc il y a quelque chose en permanence qui est un peu stressé, et par moment, il va y avoir ce que dit le voisin, il va y avoir le patron ceci, il va y avoir mon compagnon, mon fils, mon je ne sais quoi, qui vont dire des choses, et là, faire ou pas faire, et on va être envahi. Ça, c'est ce qui fait qu'on va agir par insécurité. Et quand on est coupé, c'est ça qui va faire qu'on n'est pas en lien avec qui on est. Pour revenir en lien avec qui on est, donc la première phase, c'est souveraine et créatrice. Je pense que ce n'est pas pour rien que tu as mis ça dans cet ordre-là, c'est pas créatrice et souveraine, c'est d'abord on est souveraine et puis ensuite on est créatrice, ensuite on manifeste. La souveraineté, on va vraiment la trouver quand on va pouvoir passer de l'impuissance, de l'immobilité, à retrouver notre plein pouvoir, notre énergie. Comment on va faire ça? Il y a plusieurs façons de faire ça. La première chose, ça va être vraiment de comprendre. Pour moi, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai construit mon programme, la Voie de la résilience, qui est vraiment en 4 étapes. La première étape, c'est comprendre, en fait. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne pour ne pas aller se réactiver. Ça va vraiment être important sur le chemin, de pouvoir faire un chemin progressif, un chemin pas à pas, un chemin qui va nous consolider, qui va nous rassembler. Pour moi, c'est vraiment la première étape. Avant d'aller libérer l'énergie pour vraiment, waouh, c'est moi et s'affirmer, il faut mettre la sécurité en fait, avant de libérer l'énergie. Pour mettre la sécurité, il faut comprendre cette notion de fenêtre de tolérance. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à la capacité d'intégrer, et puis que quand on est plus petit, cette capacité, elle est plus petite, etc. Si on dit que là, il y a une fenêtre de tolérance, quand il se passe quelque chose à l'intérieur, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir intégrer cette expérience, en tirer des conclusions, des leçons, on va pouvoir grandir, évoluer, etc.
Et puis, donc quand on est en bas, bon, bah, il ne se passe pas grand-chose. Puis plus on est stimulé, plus c'est chouette, ouais, là, il se passe des choses, et puis on apprend, et puis, plus ça devient intense, là, on commence à plus être stimulé, ça commence à être un peu débordé, c'est un peu trop, là, c'est vraiment trop. Bon, là, ça commence à vraiment être trop, quand on passe au-dessus, on est dans les hormones de stress. Déjà, quand on est dans les hormones de stress, on n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans la guérison, on n'est plus dans l'évolution, on est dans la réaction. Et puis, si ça dure trop, ce qu'on a vu, hop, on passe sous la fenêtre de tolérance et on coupe. Quand on veut intégrer notre histoire, il faut savoir qu'on va intégrer des morceaux d'histoire sur des zones qui sont hypersensibles. Donc, dans ces cas-là, la fenêtre de tolérance est petite. En fait, la fenêtre de tolérance, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Ça bouge selon si on est fatigué, si on est malade, et selon notre âge aussi. Et puis, selon si on aborde un sujet où on a eu des expériences encourageantes, réconfortantes, enfin, intégrables, ou selon si c'est un thème où on a eu des expériences traumatiques. Parce que finalement, il y a plusieurs gammes en fait dans la vie. On peut avoir des zones de notre vie où on est hyper sécure, hyper tranquille, et puis des zones où le moindre truc, ça nous déborde. Quand on veut intégrer les parts sensibles de nos histoires, on est dans des zones où on va être débordé puisqu'on a été débordé. Donc, on n'a pas pu construire quelque chose là-dessus. Donc, si on y va trop fort dans ces zones-là, eh ben, on va sortir de notre fenêtre de tolérance et on ne va pas intégrer. Quelque chose de typique, en tout cas, que moi j'ai beaucoup connu dans mes années de quête, de recherche de moi-même, c'est d'aller vivre des expériences intenses. Bah, déjà, pourquoi on veut vivre des expériences intenses? Parce qu'en fait, on est coupé, on est perdu, on a juste envie de retrouver notre vie, de retrouver qui on est. Et instinctivement, on sent que ce qu'on a perdu, on l'a perdu dans l'événement traumatique. Et c'est vrai que c'est là qu'on l'a perdu. Donc, on veut retourner là. Ouais, le problème, c'est que là, ce fameux-là, c'est un endroit qui nous a débordés. Donc, de but en blanc, si on y va, donc moi je l'ai fait, plein de gens le font, hein, c'est génial, on est là, on est connecté avec l'endroit qu'on a perdu, et on peut sentir les pleurs, enfin, on est vivant, on pleure, on crie, on tout ce qu'on veut, et puis même, je sais pas, en tout cas moi perso, que ce soit en tant que patiente, et aussi j'ai connu ça en tant qu'accompagnante au départ, après, c'est super bien. Et puis alors moi j'ai vu genre la personne, elle ressent la main de Dieu qui touche et c'est formidable, et puis l'amour et c'est génial, et on est super content que ce soit le patient le thérapeute, ah ouais, on a fait une super séance, c'était magnifique, et en fait, on n'a rien intégré. Et on peut faire ça des années, et en fait, on se rend compte qu'on est toujours hyper activé, activable au quotidien, on est tout le temps débordé, et presque de pire en pire, parce qu'en fait, on ne fait que se fragmenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Et on va même au départ pas du tout aller dans ces zones de trauma. On va rester dans des zones beaucoup plus sécures. On va vraiment plus se focaliser dans le présent, dans peut-être les événements qui ont été pas hyper faciles l'année dernière ou quelque chose comme ça. Et on va faire, moi j'aime bien faire deux choses, hein, c'est un peu module 2, module 3 hein, de la voie de la résilience, réguler le système nerveux, rééduquer le système nerveux, et puis aller dans des techniques après de consolidation, de réparation, d'attachement, etc. Dans la rééducation du système nerveux, c'est quelque chose que je trouve chouette, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'autonomie à cet endroit-là. C'est apprendre vraiment à repérer ses réactions. Quand on est en mode sympathique, typiquement, c'est vraiment les tensions. On va sentir hein, le cœur qui bat plus vite, on accélère le rythme de la voix, on est hyper agité, il peut y avoir des tensions dans les mâchoires, dans les poings, les muscles sont plus tendus. Et on va apprendre petit à petit, en s'observant, à aller dans de plus en plus de finesse, parce que parfois c'est assez subtil. Mais c'est juste, ah tiens, j'ai un petit peu tendu dans les mâchoires, ou ah tiens, d'un coup, je me mets à parler plus vite, ou etc., etc. On sait à ce moment-là que là, on est en mode sympathique insécure. Ou alors,
on va observer que ouais, ce matin, je n'ai pas trop la pêche, j'ai pas trop envie, on est plus lent, plus mou, on n'a pas envie d'aller à cette soirée, même s'il y a des amis chouettes, mais je sais pas, non, on le sent pas, on préfère ceci, cela, ou on a envie d'aller manger quelque chose. On va observer aussi nos comportements addictifs, compulsifs, quand est-ce qu'ils se manifestent, de quelle façon, dans quel contexte, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose de fin ici à développer pour déjà pouvoir juste observer, repérer. Ah ouais, telle situation, ça génère ça chez moi. Quand telle personne dit ça, ça génère ça. Quand la porte reste ouverte ou qu'elle reste fermée, ça me fait ça. Quand un tel est en retard, ça me fait ça. Quand un tel est en avance, ça me fait ça. Bon, ça. Et on va observer, observer, observer. Déjà, en observant, ça on le connaît vraiment dans toutes les pratiques de pleine conscience, il y a quelque chose qui se décolle. Rien que d'observer. Et je tiens quand même à préciser que le système nerveux, c'est quand même hyper sensible, hein, c'est quelque chose qui détecte nos réactions de danger, d'insécurité. Donc, on ne va pas non plus s'observer tout le temps, sinon on risque fortement de déclencher des réactions de protection. On y va tranquille, on reste toujours sur cette question de pas à pas. Petit à petit, on apprend à s'observer et puis on va apprendre qu'est-ce qui va me faire du bien pour me réguler. Ce qu'on a vu dans les trois réactions tout à l'heure de survie, c'est les réactions hiérarchiques. C'est d'abord, je demande de l'aide, ensuite l'action, ensuite l'immobilité. Pour se réguler, il faut passer dans l'autre sens. Pour le défigement, il faut que j'aille dans le mouvement, il faut que j'aille chercher le lien pour avoir accès à la gamme sécure et que ce soit fluide. Donc, je vais apprendre que si je suis dans l'immobilité, que j'ai pas trop envie, que je sens peut-être pas trop mon corps, tiens, moi qui ai l'habitude de sentir bien la terre, je la sens pas. Bon, au départ, on la sent pas du tout. Euh, que- de quoi j'ai besoin? Bon, bah, ok, peut-être là, j'ai besoin de me mettre en mouvement, mais j'ai vraiment pas envie. Bon, peut-être si je me mets de la musique, ça va me motiver un peu. Bon, peut-être si j'appelle quelqu'un, ça va me motiver un peu. Et on va être un bon parent pour soi-même. On va vraiment s'inviter à, à- En fait, on va relancer un peu le système nerveux qui est figé soit dans l'immobilité, soit il peut être figé dans l'hyperactivité, hein. Ça peut être, je ne sais pas, il est 2 heures de l'après-midi, et là d'un coup, je réalise que je ne me suis pas arrêtée depuis le matin. Bon, il y a peut-être un problème. Donc, quand on se repère comme ça, bah, là, si c'est dans le mode trop d'action, on se pose, on respire et on va trouver chacun, c'est quoi qui nous fait plus de bien. Il y a les sons, il y a les respirations, la respiration, la cohérence cardiaque adaptée au mode nerveux dans lequel on est. Moi, j'adore vraiment la transmettre avec cette couleur-là, ça change quand même beaucoup, etc., etc. Et ça, déjà, ça va amener de la sécurité à plusieurs endroits. Le premier endroit, c'est que déjà, je vais goûter plus souvent dans mon quotidien un peu de fluidité. Je vais un peu plus ramener mon système nerveux qui est figé là, hop, je vais un peu relancer en fait le mouvement du système nerveux parce qu'en fait, il n'y a aucun problème d'être dans un état insécure du système nerveux. C'est totalement adapté. Je veux dire, si ça existe, c'est pour des bonnes raisons. Ça nous permet à la fois, dans des cas dangereux, de nous mettre en survie, en sécurité, mais aussi de défendre notre intégrité, de dire ça ne va pas, etc., etc. Donc, on en a vraiment besoin, donc c'est super OK. Ce qui pose problème, c'est quand ça commence à devenir chronique, quand ça fige, quand on est tout le temps en hyperactivité, quand on est tout le temps figé, ou quand on fait des boucles entre les deux, ce qui est assez horrible, terrible. Ou alors, quand on est dans un système l'interaction sociale qui est insécure, qui fait qu'en fait, on est dans des interactions sociales, mais pour se mettre en sécurité, il n'y a pas d'authenticité, on cache des parties de soi-même, il peut y avoir du mensonge, de la manipulation, du déni, tout un tas de choses qui fait qu'on ne goûte pas pleinement au lien et du coup, la régulation qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie avec cette joie et tout ce dont on a parlé au début et qu'on aspire. La régulation du système nerveux, donc, ça permet d'aller un peu relancer le système et avoir quelque chose qui est un peu moins bloqué, un peu moins figé, qui goûte un peu de temps en temps euh, à de la régulation. Et puis, ça va amener une sécurité dans le sens où on commence à être un bon parent pour soi-même. On commence en fait à prendre soin de soi, à faire des choses qu'on n'a pas reçues.
C'est-à-dire qu'il y a trauma, oui, effectivement, quand ça disjoncte, mais le réel trauma, il vient du fait que ça reste à cet endroit-là, que ça ne se régule pas. Pourquoi certaines personnes, face aux mêmes événements, par exemple, on voit dans les catastrophes naturelles, dans les attentats, il y a des personnes qui font trauma et d'autres non. C'est quoi la différence? La différence, elle vient de certaines personnes, elles ont eu du soutien pour se réguler. Alors, soit leur système nerveux est vraiment hyper fluide, mais en fait, la racine de ça, elle vient vraiment de la toute petite enfance, dans cette construction de la fenêtre de tolérance, on y viendra, je pense, dans je peux demander de l'aide, je mérite de demander de l'aide. Comme dans mon expérience en tant que tout petit, quand je demandais de l'aide, quand je pleurais, je recevais de la sollicitude, il y avait des gens qui venaient, qui m'aidaient à m'apaiser. Il y a quelque chose qui est naturel c'est bon de recevoir de l'aide. Quand je reçois de l'aide, je m'adresse aux personnes compétentes pour m'aider, qui m'aident à me réguler. Quand il y a ça dans notre base, non, je peux faire confiance dans le monde, je peux faire confiance dans les autres, je peux faire confiance dans la vie. Quand j'ai un problème, il suffit que je demande de l'aide aux bonnes personnes et je vais mieux. Bon, bah, quand on est face à quelque chose comme ça de difficile, il y a ce qu'on appelle la capacité de résilience. Il y a une résilience spontanée. La personne, elle va aller chercher de l'aide aux bons endroits et elle va se réguler. Et du coup, l'événement va pas faire trop mal. Il y aura eu le shift, il y aura eu tout ça. Il va sûrement y avoir besoin d'un accompagnement spécifique pour ce qui a été enregistré dans la mémoire émotionnelle s'intègre dans la mémoire autobiographique. Et ça va se faire rapidement et ça ne va pas du coup faire un trauma qui va durer, quoi. Donc, quand on rééduque notre système nerveux, à la fois on goûte un peu plus d'état régulé au quotidien, et puis on commence à s'apporter cette chose-là qu'on n'a pas reçue. On commence à s'apporter le prendre soin de soi. Et ça, c'est la deuxième grosse étape. Donc, première étape, selon moi, enfin d'abord comprendre, hein, c'est quand même la base pour justement aborder les choses de la bonne façon. 2, réguler le système nerveux. 3, consolider. Dans consolider, il va y avoir justement comment être un bon parent pour soi-même, toutes les questions de la réparation d'attachement. Et puis, il va y avoir vraiment le travail sur rassembler les fragments de façon plus spécifique. Donc là, on rentre dans des techniques de thérapie, je ne crois pas que ce soit forcément la question par rapport à rassembler les fragments. Donc ça, j'invite vraiment les personnes qui se reconnaissent dans tout ce que je dis à aller vers des personnes qui sont vraiment compétentes dans le psychotrauma. Le trauma, vraiment, ça s'intègre de façon holistique. Moi, je conseille vraiment la thérapie individuelle et un accompagnement global qui prenne en compte plusieurs choses, qui justement soutient la régulation du système nerveux, qui parle du corps, des respirations, de tout un tas de choses. Et il y a cette notion, donc ça c'est important pour consolider. Et l'autre aspect pour consolider, c'est vraiment d'aller voir cette fameuse période précoce, on y vient, et puis on va voir à quel point c'est important aussi dans la co-création avec l'invisible, puisqu'on est dans le lien en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la période précoce de la vie? On construit notre fenêtre de tolérance, on construit notre capacité de résilience, on construit notre estime de nous-mêmes, on construit notre façon de nous voir nous-mêmes, notre façon de voir le monde, notre confiance dans le monde, notre confiance en nous-mêmes. Comment ça se passe? J'expliquais du coup que tout petit, on a une capacité d'intégration extrêmement faible qui peut s'activer, déborder vraiment par des petites choses, enfin des petites choses, nous en tant qu'adultes, une lumière forte, un bruit, tout ça, ça déborde plus notre système, sauf justement c'est le terreau de l'hypersensibilité, hein. Quand on parle d'hypersensibilité, la racine, elle est vraiment dans les parties précoces. Autant il y a un tempérament. Moi, je parle d'intelligence sensible, d'intelligence émotionnelle. Il y a plein d'intelligences différentes, hein. Il y en a, ils ont une intelligence musicale. Moi, j'hallucine, j'y comprends rien. C'est super. Et puis d'autres, c'est des intelligences mathématiques, etc. Il y a des intelligences sensibles. Donc oui, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres de nature, mais ce n'est pas un handicap, c'est une force.
Et en revanche, quand les personnes de nature sensible, elles vivent des traumas précoces, ça va faire de l'hypersensibilité. La fenêtre de tolérance ne va pas se construire et elles vont elles vont devenir hypersensibles au bruit, etc. C'est-à-dire que ça ne s'est pas construit dans la période précoce de la vie. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'hypersensibilité au passage. Enfin, mon point de vue sur l'hypersensibilité en tout cas. Et donc ce petit-là qui pleure parce qu'il est débordé, dans le meilleur des cas, son parent, la personne qui prend soin de lui, vient au moment de son appel et l'aide à s'apaiser. Les deux sont importants. Il y a quelqu'un qui vient et je vais mieux. Quand ça se répète, il y a quelqu'un qui vient et je vais mieux, eh ben, la réponse, l'aide, elle va pouvoir différer. Et d'ailleurs, spontanément, en tant que parent, c'est ce qui se passe. Au début, le nouveau-né, ben, on court tout de suite au moindre pleur. Et puis, plus il grandit, puis oui, j'arrive, oui, 2 secondes. Et puis, bon, quand ils sont plus grands, bon, bah, là, je ne peux pas, dans un quart d'heure. Ça, on grandit en sécurité. Et la fenêtre de tolérance devient de plus en plus grande. Le petit, ce qu'il en conclut, en fait, c'est quand je suis en détresse, quelqu'un vient, je vais mieux, donc ben, je peux compter sur les autres sont compétents, je vaux la peine. Il y a quelque chose ça va construire une bonne estime de soi, ça va construire une capacité à sentir ses émotions et à accueillir celles des autres, ça a une capacité à exprimer son désaccord et à accueillir celui des autres, et ça va créer, j'ai envie de dire, une juste interdépendance. Ça veut dire que je peux recevoir de la sollicitation de mon entourage et y répondre, et je peux comprendre leurs besoins d'indépendance. Et pareil pour moi, je peux demander de l'aide à les solliciter quand j'ai besoin, et je vis sereinement mon indépendance. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a un bon accordage, qu'on appelle. Et ça crée un attachement sécure. Cet attachement sécure, il va nous être utile dans co-créer avec la vie. À quel endroit? À l'endroit où, quand on a un attachement sécure, il y a quelque chose où on valide en fait nos émotions, nos sentiments, nos besoins. Et pour co-créer, on disait il faut savoir qui je suis, on y vient d'en récupérer son énergie. Il y a récupérer son énergie, mais il y a aussi profondément dans mes besoins sont légitimes, j'ai le droit de ressentir ce que je sens, je valide ce que je ressens. Et ça, c'est important d'en co-créer. Alors, ça paraît bizarre de dire, de mettre cette importance-là dans co-créer avec l'invisible. Après, déjà, on co-crée aussi parfois dans le visible. C'est important d'en créer, de vraiment pouvoir accueillir pleinement ce qu'on ressent, nos limites, nos besoins, pour pouvoir les poser dans le champ de la création. Si mon expression, si qui je suis, ce que je ressens, mes besoins, je le juge comme pas adapté, comment je vais pouvoir créer de façon spontanée? Ça va être hyper filtré. Ah ben non, ça quand même, je peux pas le dire, ça se fait pas, ça va être mal reçu, ça si je fais ci, etc. Ça va bloquer la créativité. Qu'est-ce qui se passe en fait, les autres en fait, possibilités de réponse? Là, c'est quand la mère, elle vient pas. Le petit, il pleure, bah, c'est bon de le laisser pleurer, il va s'endormir, ça va lui faire du bien, etc. Euh, Là, ça va créer en fait chez la personne ce qu'on appelle un attachement évitant. C'est les conclusions qu'il va en tirer, ce petit, c'est bon, bah, en fait, on peut compter que sur soi, j'en vaux pas la peine. Et dans ces cas-là, typiquement, donc là, on est dans des schémas, hein, qu'on soit bien clair, on peut avoir plusieurs types d'attachements. On a des attachements dominants ou chaotiques, ça on en viendra après. Mais voilà, c'est pas tout noir ou blanc. Ce que je dis, c'est pour comprendre un petit peu ces dents schématisées, je trouve. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir une faible estime de soi inconsciente. Et ça va vraiment être quelque chose je ne peux pas compter sur les autres, je compte que sur moi, je suis indépendant, moi je m'en sors bien. Donc ça va être
assez typiquement les personnes un peu hyperactives qui vont créer depuis un endroit d'insécurité, mais relativement inconscient. Et c'est en ça où dans la rééducation du système nerveux, ça va être intéressant d'aller repérer les moments où en fait on ne s'arrête pas. Est-ce que je peux me prendre une journée pour me poser, bouquiner, regarder la nature, ou est-ce que c'est juste insupportable? Et ce genre de choses. Vraiment fou. Le rythme, en fait, le rythme de la journée, le rythme de la vie. Ou est-ce que, ben non, de toute façon, c'est moi qui fais tout, etc., etc. Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que c'est possible pour moi de demander de l'aide? Il va y avoir une gamme comme ça. Il y a une autre gamme, c'est quand le parent, il vient, mais en fait, le parent, il est hyper angoissé et puis ça le fait paniquer. Ah oui, non, mais je sais pas, non, 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 non. Et en fait, bon, bah, il vient, mais il m'aide pas, quoi. Euh, dans ces cas-là, le petit va rester en lien avec ses émotions, mais elles ne vont pas se réguler. Donc, ça va donner des personnes on appelle ça attachement anxieux ambivalent. C'est-à-dire que l'enfant va rester un peu angoissé. Et puis, en fait, il y a une espèce de colère non exprimée envers le parent. Et, ok, tu viens, mais non, tu m'aides pas, quoi. Tu vois. Et donc, ça fait un peu cette ambivalence-là. Ça va faire un état de dépendance de aide-moi, 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 mais en fait, ça n'aide pas. Et donc, ça va faire des personnes qui un peu insatisfaites tout le temps et avec, pour le coup, une faible estime de soi et qui vont avoir du mal à recevoir toutes les critiques, les reproches. Elles vont toujours se les renvoyer vers elles, etc. Donc, il y a beaucoup de dévalorisation et quelque chose un peu qui va chuter hein, vers le figement et ça va manquer vraiment cette impulsion de vie pour la création. Et puis, moi, après, il y a des cas où le parent, il vient, mais il est violent avec l'enfant, genre il ne supporte pas qu'il pleure, il va crier, il va taper, ou alors ça va l'envahir. Hein, quand il y a des traumas non résolus du parent, bah, il va du dissocier, il est là, puis en fait, il n'est pas là, et ça va créer beaucoup de chaos, de confusion, et ce qu'on appelle un attachement désorganisé, il va passer dans tous les états, il va avoir à la fois de l'évitant, à la fois de l'anxieux ambivalent, et des manifestations vraiment contrôlantes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là. Euh, tout ça, ça va empêcher en fait le lien fluide et sécure. Et c'est le lien fluide et sécure qui nous permet, comme on l'a vu, passer du figement à l'action, euh, à l'engagement social insécure, pour ensuite, dans le lien sécure, on va aller vraiment dans toute cette autre gamme qui nous permet d'interagir et de co-créer avec l'invisible. Donc, il va y avoir tout un travail nécessaire de réparation d'attachement, à la fois de pouvoir développer ce bon parent pour soi-même, comme on l'a vu dans la régulation du système nerveux, mais il y a aussi d'autres façons en autonomie. Moi, je transmets ça pour se faire du bien, pour ce qu'on appelle du reparentage. Et quand même, il ne faut pas se leurrer, ce morceau-là, on ne peut pas le faire tout seul. Oui, on peut développer des outils d'autonomie et je trouve ça hyper important pour au quotidien prendre soin de soi, évidemment, mais on ne va pas pouvoir descendre dans les couches tout seul, que ce soit pour la réparation d'attachement ou que ce soit pour la quatrième étape. Disons que l'étape 3 et 4, elles vont un peu ensemble. Hein. L'étape 4, moi j'appelle vraiment l'étape intégrer son histoire, intégrer les fragments traumatiques et on fait beaucoup d'allers-retours en fait entre les deux. On ne peut pas faire ça tout seul, puisque notre système nerveux a intégré que c'est danger. Donc, il ne va pas y aller. Typiquement, si on est en état de guerre, par exemple, je regarde autour de moi, tout le monde est en état de danger. Ok, ça me prouve que je suis en danger. Si en thérapie, je revis un moment traumatique intense, et puis qu'en face, le thérapeute, lui, il reste dans son état ventral sécure, bah, à un moment donné, je vais repérer que, ouais, en fait, lui, il voit pas qu'il y a du danger là. Donc, au départ, on est tellement en danger qu'on se dit, il voit pas qu'il y a du danger. Et puis, petit à petit, ah oui, il voit pas qu'il y a du danger. Et il y a quelque chose qui va se restaurer. Et ça peut prendre du temps. Et ça peut pas se faire tout seul. Vraiment, ça peut pas se faire tout seul. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et donc, ces étapes-là, elles vont permettre de rassembler les fragments, elles vont permettre la mémoire émotionnelle, donc tous les fragments traumatiques, de venir dans la mémoire autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est enregistré comme terminé, c'est fini. Ça ne va plus se réactiver, c'est fini.
c'est fini. Le corps, tant que les fragments ils sont dans la mémoire émotionnelle, il ne sent pas, il ne sait pas que c'est fini. Ça va vraiment aider à ramener vraiment les fragments traumatiques, les laisser dans le passé, les enregistrer dans la mémoire autobiographique. Et petit à petit, ça va faire cet effet de magnétisme à la Terre, comme j'expliquais au début. On va être de plus en plus là. Et dans ce plus en plus là, on va pouvoir aller récupérer notre énergie. Dans récupérer notre énergie. Ah oui, j'ai pas fait une petite parenthèse, j'y pense maintenant, par rapport à toute cette question-là de l'estime de soi, la fenêtre de tolérance, tout ça. Si ça vous intéresse, c'est un bonus du sommet Souveraine et Créatrice, un cours sur les bases de l'estime de soi. Donc, vous pouvez aller chercher ce bonus où voilà, je parle un peu plus de tout ça. Puis évidemment, je le détaille dans mes accompagnements. Et puis, j'y pense maintenant parce que l'autre bonus, c'est une introduction au yoni massage. C'est ce moment de libérer l'énergie. Il y a plusieurs façons de libérer l'énergie. Moi, j'ai adoré cette façon-là. Ça a été en tout cas une première étape. Puis je crois que ça va être pas mal abordé dans le sommet. Je ne vais pas détailler ça. Une autre façon que j'adore, qui est une autre approche de l'intégration des traumas, c'est la somatic experiencing. C'est une approche du trauma qui est vraiment assez centrée sur le défigement, la sortie du figement, retrouver la réponse d'agressivité saine, la réponse d'affirmation. Et c'est cette réponse d'affirmation qui va vraiment être le terreau de notre souveraineté. De je suis là, j'existe, j'ai le droit de penser ce que je pense, j'ai le droit de sentir ce que je ressens, mes besoins sont légitimes. Et quoi que je ressente, quoi que ce soit mes désirs, ils sont juste légitimes. Et c'est depuis ça que je vais aller dans la vie et que je vais manifester ma couleur, qui je suis dans la vie. Ça va être en récupérant. Et ça, comment on le fait? On le fait toujours un peu, hein, toujours avec cette histoire d'y aller tranquille. Il y a besoin d'avoir vraiment amené une grosse dose de sécurité déjà. Et on va aller écouter la réponse du corps. Et on va écouter la réponse du corps en oscillant. C'est-à-dire qu'on va vraiment se ramener ici, dans l'ici maintenant. Ok, je suis là, tout va bien. Et puis un petit peu, on va aller goûter à ces strates un peu qui veulent se dire, ces strates impuissantes. Et on va écouter le mouvement spontané du corps, qui soit, on va retrouver le mouvement du figement, quelque chose qui se rétracte. Et puis hop, on ramène toujours à qu'est-ce qui se passe maintenant. Et on va osciller un peu comme ça. Et à un moment donné, il va y avoir cette réponse euh, de, de positionnement, de non, je ne suis pas d'accord, ou cette réponse vraiment d'affirmation, ou cette réponse de vraiment, ah, ok, je suis prête. Et ça, dans le corps, ça va vraiment contribuer aussi à cette connexion à la Terre et contribuer vraiment à la souveraineté. On est souverain, ça y est, c'est cool. Et ensuite, je crois que ça se fait un peu tout seul quand même. En tout cas, c'est vraiment par retrouver le lien. Donc, on est souverain, on s'ouvre en fait. Il y a vraiment cette ouverture au monde. C'est en ça vraiment l'attachement, c'est hyper important. Et on a accès à cette gamme de notre système nerveux qui nous permet d'être dans la joie, d'être dans l'interaction joyeuse, dans le mouvement joyeux, dans l'intimité joyeuse. Et c'est cette gamme-là qui va donner une co-création fluide, simple et fluide, parce que on n'est plus dans chercher à prouver quelque chose, à vouloir quelque chose. Il y a l'écoute. En fait, c'est d'un coup ces trois réponses qui qui agissent ensemble, hein. C'est comme une synergie. Donc, à la fois, il y a le lien, il y a l'écoute, hein, dans l'engagement social, hein. Il y a vraiment la notion d'écoute. OK, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui veut se manifester à travers moi? Et ça met vachement de détente parce qu'en fait, comme c'est plus nous qui voulons les trucs, si ça se fait pas, bah, c'est pas grave. En fait,
Bah, ok, bon, bah, ça se fait pas. Et puis, bon, en général, d'ailleurs, ça se fait, mais peut-être ça se fait justement parce qu'il y a moins d'importance, d'intérêt. Enfin, il y a vraiment quelque chose où ça part plus de j'ai besoin que ça fasse pour prouver que je suis quelqu'un, pour me mettre en sécurité, pour qu'on me voit comme ci, pour que pas mourir, etc. Donc, ça devient beaucoup plus reposant, joyeux, simple et donc ça passe par cette écoute. Donc tout ce qui est donc le ventral, ok, j'écoute, qu'est-ce qui veut se faire? J'ai l'énergie, la possibilité de le manifester et j'ai ce terreau en fait dans l'écoute. Quand on est avec le subtil, il y a l'écoute du ventral, mais il y a aussi cet état de, de silence en fait qui s'installe. Hein. Sur ce silence, on peut recevoir une écoute plus fine. Euh, et après, dans le co-créer aussi, il y a aussi, moi, je trouve de la joie à être dans le monde, à pu faire tout seul. Oui, on fait plus tout seul parce qu'on fait avec l'invisible, mais on fait pas non plus que avec l'invisible. Il y a quelque chose où on demande de l'aide, où on délègue, on n'est plus à vouloir tenir son truc, je ne sais quoi. Enfin, moi, ce que je sens, c'est quelque chose de plus fluide, de plus simple, de moins fatigant. Et puis, quelque chose qui est hallucinant, en fait, c'est que quand on veut faire par soi-même, je sais pas, c'est fastidieux, puis c'est long, en fait. C'est vachement plus rapide quand on laisse faire. Parce qu'en fait, on ne fait plus rien et frac, ça arrive. Il y a les bons trucs qui arrivent au bon moment, la bonne personne qui a la bonne compétence qui vient, paf, 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 paf. Non, je te vois rire, mais oui, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est assez bluffant. Je dis pas que je suis tout le temps sur cette vague, mais quand j'y suis plus, je le vois, je me dis, oula, en fait, non, j'ai pas envie de faire ça, je vais attendre, ça viendra au bon moment. Si moi j'essaie de le faire toute seule, ça marchera pas. Enfin, peut-être ça marchera, mais au bout de combien d'efforts, à quel prix en fait? Mm. Voilà le chemin. Dis donc, c'est mon chemin. Voilà, c'est par là que je suis passée. Et du coup, c'est ce que je transmets et je vois que ça marche aussi pour les autres. J'imagine qu'il y a plein d'autres chemins aussi. En tout cas, ça me semble, peu importe de la façon qu'on a d'intégrer son histoire, d'arriver dans son corps, d'arriver dans le présent, ça me semble effectivement une base hyper nécessaire, fondamentale pour pouvoir vraiment être souveraine et créatrice. Donc, merci Rubina d'avoir pensé à cette première journée, de poser les bases, les fondements, et pour ensuite aller voir, j'ai vu que le programme sommeil il a l'air super chouette, vous allez vous régaler. Et voilà, je suis contente de vous avoir partagé en tout cas ma couleur pour ces fondements, comment moi je vois les choses. Et merci beaucoup. Oui, je vais te passer la parole, Rubina. En tout cas, merci si vous avez tenu jusqu'au bout toutes ces explications. Et comme j'ai dit, voilà, on n'est pas en live aujourd'hui. J'aurais aimé, j'adore les lives. C'est pas pu se faire cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi s'il y a besoin, puis aller voir toutes les ressources que je propose, que ce soit les cours gratuits, YouTube, les autres interviews, mes accompagnements. Je serais ravie de vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Merci. Puis merci, Rubina, pour cette invitation. C'était une joie Merci. de parler de tout ça. Déjà un plaisir de te recevoir et merci aussi pour tous ces éclairages que tu apportes, parce que je pense que les personnes qui nous ont écoutés, ça a pu leur apporter aussi beaucoup de clarté sur certains comportements. Donc on peut Mm, avoir parfois certains comportements, mais on ne sait pas forcément pourquoi. mm, Et je pense que spécifiquement dans ce thème-là, donc le thème de cette immersion qui est souveraine et créatrice, je pense qu'il y a deux blocages principaux. Donc il y a les personnes qui n'arrivent pas, donc qui savent qu'elles ont plein de choses à donner. Donc j'en connais dans mon entourage, même dans mon entourage proche, où il y a plein de choses à partager, mais il y a vraiment cette impuissance intérieure à passer à l'action, à mm, sortir en fait. Et ouais, de l'autre côté du spectre, je vois aussi des femmes qui font, donc qui créent, donc qui en apparence, tu vois, quand on regarde les critères de la société, de succès, de chiffre d'affaires, en fait, tout fonctionne. Et parfois, ces femmes-là se retrouvent à un endroit de leur parcours et se disent, tout marche, tout fonctionne, mais il n'y a pas cette mm, satisfaction intérieure, il n'y a pas ouais, cette, comment dire, cette plénitude en fait, juste le fait d'être mm, posé bien tranquille. Et je pense que ce que tu as pu partager dans cette masterclass, ça apporte beaucoup d'éclairage en fait sur
d'où ça vient dans Ouais. notre système nerveux, de notre histoire personnelle. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tu partages l'importance de notre petite enfance. Parce Mm. que dans mon cas, par exemple, j'ai pas eu de gros traumas. J'ai Ouais. pas eu des événements, enfin, j'ai pas été maltraitée, mais pour Ouais. autant, il y a eu des événements dans mon enfance qui ont construit certains schémas, certains Ouais. manques d'estime de soi, certaines choses. Et parfois, Ouais. quand on n'a pas eu de grosses choses, de grosses explosions, on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans ces cas-là. Et je pense que le fait d'apporter la lumière sur l'importance de notre enfance, l'importance de tous ces liens d'attachement qui ne se créent pas dans beaucoup de cas de cas de parents malveillants, mais juste des parents qui ne savent pas, qui peuvent être présents physiquement aussi, comme tu mentionnais, mais juste pas émotionnellement et qui n'ont pas la capacité. Mhm. Et je trouve ça clé, en fait, de mettre ça en lumière parce que ça enlève aussi un certain poids de culpabilité qu'on peut ressentir à se dire, mais pourquoi ça Oui, dysfonctionne, c'est quoi? qui va pas avec moi, quoi. Qu'est-ce qui va pas avec moi? C'est vrai. Mm. Donc je pense que ça apporte beaucoup d'éclairage et j'espère aussi que ça donne aux personnes qui regardent des pistes donc pour aller voir ça. Donc l'une des pistes, c'est justement d'aller explorer l'enfance, le lien d'attachement. Et comme tu disais très très justement aussi, donc il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Et moi, je sais que je suis beaucoup dans je fais moi-même, je fais moi-même. Et comme tu le disais dans cette masterclass, et je pense que c'est crucial à souligner, c'est que tout ce qui est du lien d'attachement, bah, ça se répare dans l'attachement. On ne peut pas Oui, réparer tout seul le lien d'attachement. oui, c'est ça. Mais selon notre tour de l'attachement, on a très envie de faire ça. Exactement, je peux en parler. Mm. Ouais. Merci. Donc merci Célia. Donc concrètement, donc les personnes qui nous écoutent, donc on a compris qu'il y a des outils qu'on peut faire en autonomie, il y a des outils, il y a Oui. plus des choses qui sont du domaine de la thérapie vraiment. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi tu proposes dans ce parcours-là? Mm. Moi, j'accompagne plus en individuel. Déjà, ça que Mhm. c'est bien de le dire parce que j'ai pas mal de sollicitations. Maintenant, je le dis beaucoup. Donc, j'accompagne plus en individuel parce que j'ai tellement envie voilà, Mhm. de diffuser, de partager. Donc, j'accompagne toujours, vraiment. J'accompagne en groupe de plusieurs façons. Il y a vraiment la voie de la résilience qui est destinée à tout le monde. Au début, j'avais des programmes que pour les femmes. La voie de la résilience, c'est pour les femmes et aussi pour les hommes. C'est vraiment ciblé sur l'intégration des traumas, hein, c'est ce que je disais. Donc, il y a tout un cours en ligne avec énormément de vidéos, de questionnaires, de tout ça, avec comprendre le trauma. Puis, je partage aussi mes expériences. Je me suis amusée à ça dans ce programme où j'ai alors mon expérience de la dissociation traumatique, de la mémoire traumatique, de la fuite dans la méditation. Bref, donc comprendre le trauma, réguler le système nerveux avec plein d'explications physiologiques aussi, consolider, hein, donc vraiment aussi les choses pour renforcer le nerf vague, etc. Des lignes d'attachement, des choses qu'on peut faire seul, mais je précise bien qu'on ne fait pas tout seul. Et puis des choses pour intégrer son histoire, donc les problèmes d'addiction, d'emprise, la santé, enfin tout un tas de choses. Et puis je vais rajouter aussi bientôt, j'ai trop envie de faire plein d'interviews avec plein de gens pour que ça soit aussi vraiment ouvert hein, sur à la fois d'autres méthodes de thérapie, d'autres façons de se réguler, tout un tas de choses, c'est en cours. Et donc du coup, avec ces personnes, on se voit tous les mois, donc il y a vraiment possibilité voilà, de me voir tous les mois. Les webinaires, souvent, on se retrouve quand même à petits groupes parce que les gens, ils rentrent dans la voie de la résilience quand ils veulent. Et donc, il y a quand même vraiment la possibilité d'avoir des vrais échanges, des soutiens de régulation. Il y a une communauté aussi pour partager, pour se soutenir. Ça, c'est vraiment mon programme spécifique sur les traumas. Et puis après, j'ai un programme qui intègre les traumas et aussi la sexualité féminine. C'est un programme de 2 ans. Là, pour le coup, c'est un groupe de femmes que j'accompagne sur 2 ans. Et à partir de septembre prochain, ça va devenir une formation professionnelle. J'ai vraiment beaucoup de demandes là-dessus et j'ai vraiment envie, j'ai envie d'accompagner les femmes. Ma joie, elle est là, en fait. Donc, j'ai envie de ce chemin sur 2 ans, que ça devienne une formation professionnelle. Donc, à la fois pouvoir repérer tous ces états chez les autres, comment on régule, comment on aide à réguler quelqu'un en individuel, comment on régule un groupe, c'est aussi hyper intéressant ça. Et pouvoir faire des pratiques vraiment corporelles, énergétiques, l'éveil de la sexualité dans ce contexte, dans la régulation, dans l'intégration, etc.
Donc, il y a vraiment toute une part qui est une immersion personnelle, hein, quand même beaucoup. Et ensuite, pouvoir repérer chez les autres, soutenir, réguler, transmettre, etc. Donc ça arrive pour septembre prochain. Et puis, tout nouveau sous le coude avec mon compagnon, et c'est surtout lui qui drive ça, mais je suis là aussi. On crée un accompagnement pour les couples, la voie du couple conscient. Et c'est vraiment voilà, comment finalement mettre tous ces outils, la régulation du système nerveux, comment on peut comprendre ce qui se passe dans les réactions, les réactivations dans le couple, comment on peut le comprendre pour soi-même. Et c'est tellement super, en fait, quand les deux sont au courant de comment marche le système nerveux pour se soutenir à se réguler, pour se réguler ensemble quand on est down ensemble, etc. Et comprendre quand est-ce que c'est mieux de s'éloigner, quand est-ce que c'est mieux de se réguler ensemble, etc. Donc, il y a vraiment toutes ces dimensions-là. Ça, c'est plutôt moi qui amène ça. Puis il y a la dimension de la communication en conscience, donc Paulin lui fait de l'imago. Et puis bon, bah, la sexualité en conscience qui me semble aussi fondamentale. Et voilà, donc c'est un accompagnement pour chaque couple, hein. Donc c'est vraiment des séances de couple en individuel qui sont faites par Paulin. Et puis il y a des temps en groupe où moi aussi je suis là. Et puis des transmissions aussi en ligne. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Vous pouvez aller voir. Il y a aussi des choses, ça arrive, hein, comme ce que je transmettais pour les femmes, ça va devenir une formation professionnelle. Il y aura quand même quelque chose qui va rester pour l'intimité pour les femmes. Je suis un peu en structuration. Voilà. Merci, merci Célia. C'est important de suivre nos élans et je pense que les élans intérieurs, ça amène toujours forcément de la vie et du mouvement dans ce qu'on propose. Et je pense Ouais, que c'est rester dans en la lien joie, hein, direct c'est le truc. avec le sujet du jour, en fait, rester dans ce qui est là, dans ce qui est vivant, dans ce qu'on a envie de se manifester. Donc, comme tu disais, quand on va avec le flow, ça se Ouais, fait tout seul. Et quand on est en train de laborieusement, c'est ça, difficilement faire des choses, c'est difficile, en fait. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, merci beaucoup. C'est toujours une grande joie, un grand plaisir. Je me réjouis de voir évoluer au cours de ces dernières années, de voir comment tout commence à grandir, fleurir, se transformer. Et Ouais. je trouve ça très chouette aussi que du coup, cette formation se transforme en formation professionnelle, parce que je pense qu'il y a un grand besoin d'intégrer toutes ces thématiques dans les accompagnements, parce que quelle que soit la forme d'accompagnement, quelle que soit la forme de transformation, que ce soit business, sexualité, intimité, peu importe, en fait, hein, ça commence toujours, ça finit toujours par émerger quelque part, cette question du trauma. Donc, je pense que c'est vraiment important, essentiel de l'intégrer. Donc, Je suis ah, là. merci beaucoup Célia. J'espère que les personnes qui vont regarder cette intervention en tireront beaucoup d'enseignements précieux pour elles, pour eux. Donc, tu es disponible sur ton site. Donc, toutes les informations de contact sont sur ta page, ta chaîne YouTube. Tous les liens sont sur ta page. Donc, elles pourront également laisser des commentaires sous cette vidéo pendant qu'elle sera visionnable. Et donc, elles pourront également te contacter si elles le souhaitent à travers ton site. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci à toi, Ravina.